Bonsoir à la maison, bienvenue à la séance du conseil municipal du 9 novembre 2020. Vous allez vous souvenir que la séance du conseil est à huis clos à cause, bien sûr, de toute la situation avec la COVID. D'entrée de jeu, n'oubliez pas les citoyens, si vous avez des questions à poser à votre conseil concernant n'importe quoi, vous pouvez les envoyer à questions, pas de S, à commercial ville.masscouche.qc.ca. Question, pas de S, à commercial ville.masscouche.qc.ca. On en a quelques-unes ce soir. Ça nous fait plaisir d'y répondre à vos questions. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue hors public, comme je l'ai dit tantôt, le 9 novembre 2020 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Roger Côté. Présent. Monsieur Eugène Gelka. Présent. Madame Louise Forêt. Présente. Monsieur Stéphane Enfield. Présent. Monsieur Bertrand Lefebvre. Présent. Monsieur Don Monahan. Présent. Madame Annie Mayou. Présente. Monsieur Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents Monsieur le directeur général par intérim, Monsieur André Pratt, Monsieur le directeur du service du greffe et services juridiques, Monsieur Rénal Martel, le directeur du service de l'aménagement du territoire, Monsieur Johan Champagne, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Madame Marisa Courceau, Monsieur Danny Franche, attaché politique, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence. Vous allez voir que tous les gens à cette salle portent le coquelicot. Donc, vous savez que le 11 novembre, d'ailleurs, la ville, le 11 novembre, c'est la journée du souvenir. La ville a levé le drapeau des coquelicots. Donc, on peut avoir une pensée pour nos vétérans, bien sûr, et les gens qui ont perdu la vie pour avoir une démocratie, donc dans les deux grandes guerres mondiales. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Don Monahan. Appuyez Louise Forêt. Donc, on est rendu à la première période de questions. Comme je fais à toutes les séances, pour moi de mélanger et être certain de ne pas l'oublier, je dois toutes les faire d'une traite, comme on dit. Donc, la question numéro 1 de M. Raoul Quentin, je tiens à spécifier que moi, je lis des questions des citoyens. Ça ne veut pas dire que je partage ce qui est dit dans la question. Je trouve ça important de le spécifier. Puis, donc, question numéro 1 de M. Quentin. Étant donné que la manoir a déjà été inondée à plusieurs reprises, qu'il se situe dans une zone inondable 0-20 ans et qu'il risque de glissement de terrain, quel est l'intérêt de la ville de poursuivre le projet du manoir tout en sachant que les investissements représentent des dizaines de millions de dollars et que rien ne garantit la sécurité des gens sur le site? Donc, réponse. Tout d'abord, le manoir ne se trouve pas dans une zone inondable. De plus, lors des travaux à être réalisés sur le barrage, le niveau de celui-ci sera abaissé, réduisant de facto le niveau de l'eau et les côtes de la zone inondable. Pour ce qui est des risques de glissement de terrain, le tout sera adressé lors de la conception définitive du projet, mais les professionnels de la municipalité ne voient pas de problématique marquée à ce niveau. J'en profite pour rappeler que le projet doit être pris dans son entièreté. Au-delà du manoir qui fera l'objet d'une reconstruction et qui est voué à devenir un lieu de diffusion, le domaine seigneurial est également un moulin et une maison du meunier. C'est aussi une vaste forêt qui aura plusieurs kilomètres de sentiers. Le projet prévoit également un accès à la rivière Mascouche ainsi qu'un vaste espace de rassemblement extérieur. Ce projet dispose de tous les atouts pour faire la fierté des Mascouchoises et Mascouchois et qui a tout le potentiel d'être un vecteur de développement touristique, culturel et économique important pour la grande région du Grand Montréal métropolitain, mais aussi de la Naudière. Je vous rappelle également que c'est un projet global de 49 millions et que la Ville garde le cap avec un investissement
maximum de 20 millions, incluant l'acquisition qui est déjà faite. Je voudrais réitérer qu'à l'intérieur de ce projet-là, on a l'appui de la communauté métropolitaine de Montréal, de la table des préfets de la Naudière, de Tourisme la Naudière, de plusieurs organismes en environnement, qu'on a eu du financement déjà de la part du gouvernement du Québec, qu'on est encore en demande. Donc, si on était dans le champ, que ce n'était pas un projet qui avait de l'allure, je pense pas qu'on serait aujourd'hui avec tous ces appuis-là. Donc, encore une fois, je réitère le positionnement du conseil, mais aussi de l'organisation municipale. Question numéro 2 de monsieur... C'est qui ça? C'est Quentin. Donc, dans la revue du 28 octobre dernier, la Ville justifie la démolition du manoir par un déficit d'entretien au cours des années. Pourtant, depuis 2012, nous savions déjà que le manoir était dans un état de décrépitude avancée selon le rapport de Nature Action Québec. La Ville a pourtant voulu se porter acquéreur de ce joyau dit patrimonial. Voici ma question. Après son acquisition, qu'est-ce que la Ville a vraiment fait pour restaurer et éviter que ce joyau masquechois soit démoli? Réponse. La Ville a fait ce qu'elle a pu pour préserver les bâtiments en barricadant celui-ci et en limitant l'accès au périmètre. Certaines personnes ont arraché les protections mises en place et même causé 2 incendies dans ce bâtiment qui ont eu raison de celui-ci. Est-ce que le bâtiment du manoir est en mauvais état? Je suis obligé de vous dire oui. Évidemment, en plus des feux, les hivers ont aussi accentué sa dégradation. Est-ce que le manoir fera l'objet d'une démolition? Encore une fois, je dois vous dire oui. Nous allons toutefois le reconstruire avec le plus de fidélité à son apparence qu'il avait à l'époque de Mme de Colville. Évidemment, nous travaillons à aller chercher des subventions pour préserver, et ça pour moi c'est très important, le moulin et la maison du meunier. Si nous voulons éviter que ces 2 bâtiments se retrouvent dans le même état que le manoir, il nous faut des confirmations d'investissement des gouvernements provinciaux, du gouvernement provincial et fédéral. Donc, j'invite le poseur de la question d'appeler aussi son député pour lui demander de nous assurer d'avoir des subventions. Maintenant, question de M. François Collin. En référence avec l'appel de proposition du 12 décembre 2019 concernant le terrain des Lacombes et la réponse de Maître Martel à la séance du 13 octobre 2020, à l'effet que la Ville a compétence légale pour promouvoir le développement économique. Pouvez-vous préciser les lois ou les articles qui permettent à la Ville de publier des appels de proposition pour des immeubles qui ne lui appartiennent pas? Donc, vous allez me permettre de céder la parole donc à M. Martel de pouvoir répondre à ces questions. Vous comprendrez que la loi dans une ville, c'est pas le maire, mais c'est bien le greffier. J'essaie de bien sûr suivre les lois cependant, mais le greffier est toujours là pour m'amener dans le droit chemin. La parole est à vous, M. Martel. Vous avez 5 minutes maximum. Il y a une multitude d'articles à considérer, mais je dirais qu'essentiellement au niveau du Code civil du Québec, par exemple, qui est la base en matière légale au Québec, il y a les articles 300 à 303 inclusivement, 916, 947, 1212, 1637 et 1708. Il y a une multitude de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on puisse être amené à disposer d'un immeuble sans en être propriétaire. Il y a plusieurs exemples qui peuvent venir en tête assez facilement. Pensons juste à la vente pour taxe. La municipalité n'est pas propriétaire des immeubles, c'est pourtant elle qui va les vendre. La vente du contrôle de justice. Le mandat est un autre exemple où on peut vendre des biens qui ne nous appartiennent pas. Il y a même un article au Code civil du Québec qui traite spécifiquement de la vente du bien d'autrui, donc de la vente du bien qui ne nous appartient pas. C'est l'article 1713. Et il vient préciser que ces ventes-là ne sont pas nulles, ne sont pas frappées de nullité à première vue du moment que le vendeur devient à un moment donné propriétaire. Ayant été notaire de formation pendant des années, je peux vous confirmer que bien des fois, les gens vont vendre un bien avant d'en être vraiment propriétaire dans les titres. Il y a plusieurs titres qui ont été régularisés de cette façon-là aussi, d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup, M. Martel. Donc, on voit que votre profession de notaire est un notaire, et j'ai compris qu'un notaire est avocat. Donc, pas vraiment, mais disons qu'on a la même formation de base. Ben exactement. Donc, je comprends que les avocats et les notaires devraient savoir ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Question numéro 2. Considérant que la Ville a autorisé la vente du terrain du 3200, l'avenue de la Gare, pour un montant de 159 000, à la condition que l'acheteur le décontamine et réalise à court terme un projet immobilier d'envergure. Considérant que ce terrain vaut plus de 9,3 millions de dollars depuis qu'il est décontaminé et que l'acheteur cherche à le vendre.
Et enfin, considérant que l'entente prévoit que la Ville peut reprendre le terrain si l'acheteur ne réalise pas le projet, est-il exact que la Ville fait passer l'intérêt de cet acheteur avant celui de ses citoyens en laissant vendre ce terrain et réaliser un profit d'au moins 8 millions? Je répète que ça, c'est une question que je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec le préambule. Donc, la réponse est claire, c'est absolument pas. Bien au contraire, on se rappellera que sous l'ancien propriétaire, le site avait défrayé les manchettes locales, mais aussi nationales. J'en étais pas fier en tant que dépotoir illégal. Des constats d'effraction avaient été émis aux anciens occupants et à l'ancien propriétaire. Dans le cadre d'une entente évitant aux nouveaux propriétaires de défrayer les amendes, la municipalité s'est assurée que celui-ci allait décontaminer le site à ses frais, ce qui a été fait. En ce qui concerne la réalisation d'un nouveau projet, les discussions se poursuivent et nous demeurons largement dans les délais. Donc, ça fait plusieurs reprises que je réponds à cette question-là. J'espère que là, ça ne peut pas être plus clair que ça. Si on n'avait pas agi de la sorte, ben, je suis obligé de vous dire que le terrain serait encore contaminé puis on serait avec des débats judiciaires. Allez vous promener sur l'avenue de la Gare. Encore en fin de semaine, j'étais là et je peux vous dire que les citoyens sont très heureux que ce terrain-là ait été décontaminé. Ça ramène un peu plus de fierté aux gens qui demeurent au pourtour. Donc, pour ma part, je remercie l'initiative de la Ville et tout le travail qui a été fait à cet égard-là, dont Maître Martel qui nous a lu des articles de loi. Des fois, on trouve des moyens pour sortir des situations comme ceux-là. Puis, bravo. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Trace Québec, qui est un organisme para-provincial là, qui est géré, elle fait partie du coup. Si c'était tout non conforme, qu'on était complètement dans le champ, qu'on a tout mal agi, je pense qu'on n'aurait pas tout eu ces partenaires-là. Donc, c'est dit. Maintenant, la question numéro 1 de M. Alexandre Bugeaud. Comme l'aréna a été fermée pendant plusieurs semaines en raison du COVID, est-ce que la Ville a continué à lui verser des sommes pour l'usage des glaces pendant sa fermeture? Ou la réponse est oui, puisque la municipalité est tenue à respecter ses obligations contractuelles. Cependant, une économie de près de 100 000 $ a été réalisée en raison d'une diminution des coûts énergétiques. Question numéro 2. Puisque le projet de l'aéroport était situé pour moitié à Mascouche et à Terrebonne, et que Terrebonne s'opposait à ce projet pour les mêmes raisons que Mascouche, quand la Ville va-t-elle réclamer à Terrebonne la moitié des dépenses encourues pour le dossier pour lesquelles il dépasse largement le 2 millions? Je pense que c'est important de vous répondre qu'au niveau des procédures judiciaires et des ententes, la Ville de Terrebonne n'était pas partie prenante au dossier, bien qu'elle se soit publiquement exprimée en défaveur à l'époque. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de réclamer de remboursement à la Ville de Terrebonne. Je rappelle que Mascouche a conclu une entente avec les promoteurs du projet d'aérodrome et une tierce partie qui a procédé à l'acquisition du terrain sur lequel était projeté le nouveau projet. Les travaux de reboisement ont d'ailleurs débuté sur le site dans les dernières semaines afin que le site retrouve sa vocation d'espace naturel. Vous allez me rappeler, M. Bugeaud, c'est important aussi, de mémoire, je pense que c'est en 2014, vous vous étiez présenté pour Option nationale, mais en 2017, vous avez peut-être manqué un bout important de l'histoire de Mascouche, parce qu'il y a eu une élection à la ville de Mascouche. La position de la ville était claire, qu'on voulait que l'aéroport se relocalise. On était prêt à donner 3 millions de dollars à la corporation de l'aéroport pour se relocaliser. Il faut comprendre aussi. Peut-être qu'en 2017, vous en souvenez plus parce que vous étiez candidat à la ville de Terrebonne pour vous présenter comme conseiller municipal. Mais en 2017, moi, je me suis présenté avec cette idée-là de donner 3 millions de dollars aux gens de la corporation et la population m'a réélu à 76 %. Donc, je pense très clairement que la population était d'accord avec cette idée-là. Mais aujourd'hui, je suis capable de vous dire cependant qu'on a tellement travaillé fort que ça coûtait à la ville pas 3 millions, mais moins que ça, un peu moins que 2 millions de dollars. Donc, je pense que la population est bien contente du coup qu'on a fait. Puis, la population regarde aujourd'hui tout le travail qui a eu lieu avec le Centroparc, toutes les entreprises qui se développent. Je pense qu'on peut se dire mission accomplie. Puis d'ailleurs, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez en entendre encore parler du dossier de l'aéroport, une finalité complète. Et pour moi, pour ma part, c'est une belle fierté collective. Donc, je vous invite à regarder les actualités de 2017. C'était clair. J'étais très clair avec la population. Peut-être vous étiez occupé à Terrebonne, mais je peux vous dire qu'à Mascouche, la population était très au courant. Maintenant, la question de Fabienne Robert, question numéro 1.
Quelle est la superficie du projet domiciliaire des Jardins du Coteau, de même que celle des terrains cédés par le promoteur à titre de contribution pour des parcs afin de parcs, terrains de jeu et espaces naturels? Le projet faisait environ 530 000 mètres carrés. Au total, c'est environ 135 000 mètres carrés de terrain, excluant les rues qui ont été cédées à la ville, en plus de 20 000 mètres carrés consentis en servitude de non-déboisement. Donc, on parle ici de 29 % du secteur qui ont été cédés à la municipalité pour faire des espaces verts. Donc, c'est très, 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 très largement en haut du 10 %. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est une fierté aussi, ce projet-là, le projet des Jardins du Coteau. Allez vous promener, je le dis souvent, on a près de 80-90 % des résidences qui sont endossées à une forêt. Regardez à la vitesse que ce projet-là avance, c'est parce que les gens ont accepté, ont adopté un mode de vie. Au niveau de l'environnement, c'est une très belle richesse pour ce secteur-là. Et pour nous, c'est une belle fierté. Question numéro 2. En avril 2019, la Ville a acheté un terrain de 18 387 mètres carrés du promoteur Les Jardins du Coteau pour 2,6 millions pour éventuellement en donner 12 742 000 mètres carrés au centre de services scolaires des affluents pour la nouvelle école primaire. Pourquoi la Ville a-t-elle acquis 5 645 mètres carrés de trop et payé 807 000 $ inutilement? Vous voyez, les types de questions, c'est pas moi qui les pose, mais je suis complètement en désaccord avec cette question-là, vous allez la comprendre. Réponse: pour pouvoir aménager un parc et un terrain de baseball pour améliorer encore plus la qualité de vie des citoyens du secteur. Les cessions de servitude consenties dans le cadre du projet, excédant déjà de beaucoup le 10 %, sont vouées à établir le corridor de biodiversité afin d'assurer un couvert forestier continu. Ce secteur ne pouvait donc pas être l'hôte de plateaux d'aménagement nécessitant un déboisement important. La Ville aurait pu décider de prendre dans son 29 % de données, de prendre un secteur pour déboiser, pour mettre bien sûr l'école et un parc, mais on a décidé de donner l'exemple. Donc on a gardé près de 30 % de boisé pour en acheter davantage, pour refaire une école. Donc ça, c'est un peu un non-sens, mais c'est la loi au Québec. C'est les villes qui se doivent de donner les terrains aux commissions scolaires pour faire au centre de scolaires maintenant pour pouvoir faire des écoles. Mais on a aussi acheté un autre terrain pour pouvoir faire un parc et un terrain de baseball pour l'association de baseball. Donc, je le répète, on aurait pu diminuer l'espace boisé, cédé. On a décidé de faire un choix de garder près de 30 % puis d'acquérir d'autres terrains, donc pour s'assurer de garder le milieu de vie. Pour nous, c'était vraiment important. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une fierté. Je remercie Johan parce que je sais qu'il a travaillé fort, puis il nous a assuré, la Ville, avec son équipe, de garder le 30 %. Aujourd'hui, je suis obligé de lui donner raison. Quand je regarde, comparer d'autres développements, à la vitesse que celui-là va, ça doit être à quelque part parce que les gens sont contents de ce nouveau secteur. Maintenant, la question pour la séance du Conseil, je vais la faire tout de suite. La question numéro 1 de M. Collin, 7.1. Quel est le coût des travaux de réfection du barrage et de la digue présentés dans cette demande et le montant de l'aide réclamée pour les travaux? Donc, à ce stade, il ne s'agit pas d'une demande pour subventionner des travaux. La demande vise à obtenir une subvention dans le cadre du volet 1, c'est-à-dire pour la réalisation d'une étude permettant d'évaluer la sécurité du barrage et les interventions requises. La subvention couvre 66 % des coûts de l'étude pour un montant maximum de 30 000 $. Question numéro 2.4.3. Quel est le total des primes de responsabilité visées par cette résolution pour le motif pour lesquels ils sont accordés? Donc, les primes représentent 10 % du salaire et sont accordées au DG par intérim ou au DG adjoint en raison de la responsabilité supplémentaire pour une charge de travail accrue au cours de la prochaine année. Elles font suite à l'orientation du Conseil de ne pas remplacer le directeur général au cours de la prochaine année. Je vais en parler d'ailleurs dans la séance du Conseil, donc je vais pouvoir y revenir. Donc, la séance d'éducation est ouverte. 3 au niveau de l'approbation du procès-verbal. À 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 2020 tel que rédigé et présenté. Proposé Jean Delcaire. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Question numéro 4 au niveau de la direction générale. À 4.1, il est proposé que la municipalité de Mascouche, la ville de Mascouche, la municipalité de ville de Mascouche, ça se dit pas, ça, M. Greffier? Non. Il est proposé que la ville de Mascouche transmette à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une demande de dispense pour la conclusion d'un contrat de tri et conditionnellement, j'imagine,
Ouais. Des matières recyclables avec Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une demande de dispense adressée à la ministre des Affaires municipales afin d'autoriser le renouvellement de gré à gré du contrat de tri des matières recyclables prévu en 2022. Tricentris est un organisme à but non lucratif qui regroupe 74 villes. Chacune des villes devra également transmettre une demande de dispense entente entre 2022 et le 31 décembre 2024, puisque la nouvelle loi va rentrer en vigueur. Donc, nous, c'est juste pour amener nos contrats à terme. C'est assez clair comme résolution. 4.2, il est proposé de nommer la personne occupant la fonction de directeur général comme membre d'office du comité de retraite à titre de représentant de la Ville en remplacement de M. Sylvain Chevrier. Proposé Roger Côté. Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle de la nomination de la personne qui occupe la fonction de directeur général sur le comité de retraite. Résolution qui lie la fonction plutôt que l'individu, donc une bonne idée de faire ça. Ça va être plus simple. Point 4.3, il est proposé d'octroyer au directeur général par intérim, M. André Pratt, une prime équivalente à 10 % de sa rémunération courante de DGA en compensation pour les responsabilités additionnelles temporaires assumées, donnant lieu à une charge de travail accrue depuis le 1er septembre dernier, d'octroyer au directeur général adjoint aux communications et relations avec les citoyens, M. Francis Villeneuve, une prime équivalente à 10 % de sa rémunération courante en compensation responsabilité additionnelle temporaire assumée, donnant lieu à une charge de travail accrue depuis le 1er septembre dernier. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, félicitations, M. Pratt, tout d'abord, qui va occuper, bien sûr, la fonction de directeur général. Vous savez, dans une ville, on est obligé d'avoir un directeur général, c'est dans la loi. Donc, M. Pratt va occuper ces fonctions-là pour la prochaine année. Il faut comprendre de où est-ce qu'on... Moi, je veux dire, comme maire, j'ai aussi un passé à poser des questions aussi aux citoyens, puis je pense que c'est important d'être conséquent avec les questions qu'on avait déjà posées. Il faut savoir qu'on est à 1 an d'une élection. De nommer aujourd'hui un contrat de 4-5 ans à un nouveau directeur général qui, après l'élection, ben on sait jamais, la démocratie va parler, la démocratie a toujours raison. Je trouve que c'est d'actualité ces temps-ci. Donc, quand la démocratie parle, il faut l'entendre. Si la démocratie choisit une autre personne pour occuper la fonction de maire et aussi au niveau des conseillers, puis les gens n'ont pas nécessairement confiance à André Pratt. Pourtant, je suis certain qu'ils vont avoir confiance en lui parce que c'est une excellente personne. Mais ça va être au prochain conseil de prendre cette décision-là. Donc, vu que j'avais déjà dénoncé cette façon de faire-là, je trouvais, pour nous, c'était vraiment d'être conséquent avec ce qu'on avait vécu. Donc, le conseil de ville et le maire, donc c'est pas juste moi, c'est le conseil de ville. On a pris la décision de ne pas nommer personne de façon permanente et qu'on va évaluer le tout après la prochaine élection. Donc, ça va permettre au prochain conseil de pouvoir prendre la meilleure décision et d'avoir la bonne personne, selon eux, à la chaise du directeur général. Mais d'ici là, M. Pratt, le conseil a entièrement confiance en vous. Je suis certain que vous allez amener la ville dans son apogée pour la prochaine année. Donc, la balle est dans votre camp. Impressionnez-nous. Je suis certain que vous allez nous impressionner. Puis, Monsieur Villeneuve, qui n'est pas là aussi ce soir, vous allez comprendre qu'il y avait 3 personnes avant. Là, ils vont être 2 à occuper cette fonction-là. Donc, il y avait un directeur général, 2 directeurs généraux adjoints. Là, maintenant, il y a un directeur général par intérim et un directeur général adjoint. Donc, de là aussi, le 10 % aussi qu'on donne au directeur général adjoint pour occuper ces fonctions-là. Donc, vous saluerez aussi Francis, vous lui direz qu'on a entièrement confiance en lui et que vous allez former le team du tonnage, j'en suis certain. C'est bien? Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont quelque chose à rajouter parce que c'est une décision collective? Je ne vous vois pas, mais personne ne veut prendre la parole. Excellent. À 5, greffe et services juridiques, à 5.1, il est proposé d'autoriser l'assistante greffière à signer conjointement avec M. Jean-Paul Blanchette, directeur du club Motoneige Bonheur, le formulaire de cession d'un droit de passage pour le sentier de motoneige sur les lots 5-717-125 et 5-717-126 pour la saison 2020-21. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un droit de passage au club de motoneige Bonheur sur les lots appartenant à la municipalité.
5.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-22-75 relatif à des services professionnels d'architecture pour la préparation des plans de vie, surveillance des travaux, restauration de l'enveloppe extérieure de l'hôtel de ville à MDA Architecte pour un montant de 109 513,68, toute taxe incluse selon les conditions de sa submission du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1271. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires. Il y en avait un seul qui était conforme. 109 513. L'estimé de la ville était à 200 000 5.3. Il est proposé d'adjuger le contrat MRS 2020-2303 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans de devis, surveillance des travaux, de réaménagement géométrique de 3 intersections sur l'avenue L'Esplanade, de l'aménagement d'une piste cyclable et sécurisation de la piste Masson à Chelex Groupe Conseil pour un montant de 304 108,88 $, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission et du devis, d'en imputer la charge au règlement numéro 1269 et 1270. Proposé Stéphane Enfield et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je sais que c'est vous deux qui votez ça parce que vous avez hâte que cette intersection soit refaite pour améliorer la sécurisation des piétons, de la piste cyclable, mais aussi améliorer la circulation, la fluidité. Donc, il y a eu 3 soumissions. Les 3 étaient conformes. La plus haute soumission était de 458 000 $. L'estimé était à 535 000 $. Donc, c'est des services professionnels pour les travaux et qui se réaliseront l'an prochain. Donc, je vous le dis, l'année prochaine, ça va être une année de travaux sur l'ensemble du territoire de Mascouche. Vous avez vu beaucoup de travaux cette année, mais vous n'avez rien vu. Donc, préparez-vous l'année prochaine. Il va y avoir beaucoup de travaux. On a un service du génie qui travaille fort pour la ville de Mascouche. Il faut reconnaître nos employés, puis ils se donnent beaucoup. Vous avez vu, même en fin de semaine, toute la coordination. Ils ont travaillé avec les travaux publics pour faire des travaux de fin de semaine tels que les citoyens nous l'ont demandé depuis longtemps. Donc, sur la montée maçon, pour nous assurer d'avoir le minimum d'impact. Il y a des travaux un samedi au niveau de Sainte-Marie ici. Il y a eu des travaux de la fin de semaine aussi, de l'asphaltage. On travaille fort, les gens travaillent fort pour diminuer le plus possible l'impact. Là, il va y avoir un autre impact qui s'en vient, je vous le partage. Et puis d'ailleurs, vous avez eu une alerte texto. C'est au chemin Sainte-Marie, entre la rue Lompré et le chemin boulevard Mascouche. Je le sais que c'est pas facile, je le sais qu'on demande beaucoup votre collaboration, mais soyez assurés que j'entends souvent les gens nous demander des travaux qui veulent avoir de l'amélioration sur la qualité des routes. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près 1 an et demi, il y a un camion qui, en avant du couche-tard, la roue a complètement planté. On a fait même les médias nationaux, TVA, pour dire que le camion était tout croche. Donc, notre fondation de rue avait vraiment besoin d'amour. Donc, oui, c'est beaucoup de travaux, vous allez dire, mais merci de votre collaboration. Si on va avoir des routes qui ont de l'allure, bien, ça prend un peu de la collaboration de chacun. Donc, merci. C'est ça, on en profite. J'ai-tu un texto? Excusez-moi, c'est mon adjointe qui m'écrit, mais je vais le prendre après. Au point numéro 6, au niveau des finances, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1265 pour le mois d'octobre 2020, représentant la somme de 5 278 271,90 à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2020, représentant la somme de 175 682,92 à même le Fonds des activités financières. Proposé Jean Richard. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6.3, il est proposé de prendre acte des 10 listes. Proposé Stéphane Enfield. Madame Mayou? Madame Mayou? Appuyé Annie Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous deviez avoir un petit problème avec votre petite. Vous êtes toutes pardonnées. 6.4, il est proposé de prendre acte de ce rapport, d'approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport. Proposé Gabriel Michaud et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Au numéro 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser le Conseil de la Ville de Mascouche à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme PAF-MAN, d'autoriser M. Danny Dallaire, ingénieur au service du génie, à signer
tous les documents requis pour la demande d'aide financière relative à l'étude de l'évaluation et de la sécurité du barrage visé par la présente résolution et en exposant les travaux correctifs qui en découlent dans le cadre du volet 1 du PAF-MAN. Proposé Gabriel Michaud. Appuyez Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, comme on disait tantôt, c'est une demande de subvention pour une étude permettant d'évaluer la sécurité du barrage dans le secteur du domaine seigneurial. Le programme permet de rembourser 66 % des coûts jusqu'à concurrence de 30 000 $. Par la suite, la municipalité pourra être admissible au volet 2, qui lui permet de réaliser des travaux correctifs découlant de l'entente. Donc, vous allez comprendre, l'autre fois, je vous disais qu'on se promenait avec notre belchon pour aller chercher le maximum de subventions. On travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec notre député. Et de mémoire, je pense à notre député en collaboration avec Mme Denise à la ville, avec Danny au dossier supralocaux. Donc, tout le monde a vu, bien sûr, une nouvelle subvention qu'on pouvait. Donc, on applique. Le gouvernement nous suggère fortement aussi d'appliquer. Donc, c'est pour aller remettre le barrage, justement, au manoir. Donc, plus qu'on va chercher des subventions, plus que ça nous coûte moins cher. C'est ça l'objectif. Donc, merci beaucoup. Et je le dis, je le répète, je suis bien gentil, là, mais j'ai hâte d'avoir des chèques. Je suis encore gentil encore aujourd'hui. Un moment donné, j'espère que je ne vais pas devenir moins gentil. Mais là, jusqu'à présent, je suis encore gentil. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a pas de point. Point numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire, à 9 points, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 15 septembre 2020 avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations numéro 20, 10, 171, 172, 173, 174, 179, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil, de refuser la demande portant le numéro 20, 10, 177 du comité consultatif d'urbanisme visant le lot 63744 pardonnez-moi, je répète, pour M. le greffier, 6374821, relativement à une demande d'un nouveau modèle d'habitation multifamiliale afin de revoir le plan d'ensemble aménagement paysager dans le but de favoriser une meilleure intégration des liens piétons dans les éléments naturels et des intérêts de secteur. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, juste vous dire, des fois, on entend souvent, ah, vous voyez, quand il y a des demandes des constructeurs, la ville dit oui à tout, les comités consultatifs disent oui à tout. Vous avez ici un exemple qu'on a demandé aux promoteurs de refaire un peu ses travaux. Donc, on ne dit pas oui à tout, loin de là. D'ailleurs, il y a des projets dans le porto de la gare. De mémoire, ils ont eu 20 à 25 projets qui ont été amenés. Donc, on travaille vraiment fort avec les promoteurs pour avoir les meilleurs projets. Donc, pour nous, c'est important puis de garder le plus de verre possible. Et je trouve ça important de le rappeler parce que je lis souvent des commentaires sur les réseaux sociaux. Honnêtement, là, à part les jardins du coteau, qu'on a eu, oui, un peu de développement, un peu de déboisement pour mettre un projet, mais dans Mascouche, là, on n'a eu aucun autre projet qui a eu un déboisement dans toute la grandeur de Mascouche. Donc, autant sur l'avenue de la Gare que dans n'importe quel autre secteur, là, il n'y a aucun, même le terrain de l'aéroport, tout ce qu'on fait, là, c'est pas des terrains boisés, c'est des terrains vacants. Donc, pour ma part, c'est important de le spécifier parce que je lis, j'entends aussi. Donc, vous savez que la carte d'entrée présentement sur le Grand Mascouche, mon Dieu, je l'ai dit, sur le Grand Mascouche métropolitain, sur le Mascouche en tant que tel, on a 37 % d'espace boisé. Puis dans notre plan stratégique de développement durable, notre objectif en 2030-35, c'est d'être à 34 %. Malgré, oui, il y a des terrains qui sont en zone de développement, mais notre objectif, c'est que notre carte d'entrée, donc plus d'un tiers du territoire de Mascouche va être encore boisé d'ici 2030-35. C'est vraiment une fierté. Puis pour nous, c'est important. Puis d'ailleurs, je vais vous donner dans une séance subséquente le nombre de terrains depuis qu'on est en place, qu'on est devenu propriétaire, pour nous assurer justement avec nous et nos partenaires que jamais de déboisement va avoir lieu dessus. Ça va me faire plaisir de vous partager cette donnée-là, parce que oui, la carte d'entrée de la ville, c'est bien sûr sa forêt. À 9, aménagement du territoire à 9.1. Je l'ai-tu fait, ça? Non, ouais. 9.1, je l'ai fait. Ben oui, je l'ai fait. Excusez-moi. 9.2, je vais arrêter de parler puis je vais me concentrer sur mes feuilles, M. le greffier. À 9.2, donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 20, 10, 171, 172, 173, 174 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant et d'approuver les demandes de PIIA selon la recommandation portant les numéros 20, 10, 179 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Alors, proposé par Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Avant d'être, je ne peux pas l'adopter parce qu'il n'y a pas de citoyen, là, donc c'est adopté à l'unanimité, mais je vais laisser la parole avant à M. Champagne qui va nous dire si bien sûr on avait eu des demandes et de façon
toute transparente comme vous êtes toujours. C'est toujours très clair. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, étant donné la situation, en fait, les commentaires ou les questionnements peuvent être acheminés par courriel, les visuels étant déjà publiés, en fait, sur le site Web. Donc, il n'y a pas eu de demande, en fait, pour les 4 dérogations mineures qui sont traitées ce soir. On va les voir en détail tout de même. Le premier dossier, on est dans une demande de dérogation mineure qui vise une marge latérale pour un bâtiment accessoire sur le chemin Pincourt. Le bâtiment, en fait, le terrain est composé d'un terrain d'angle, c'est-à-dire qu'il donne sur 2 rues. Donc, à ce moment-là, il y a 2 marges avant qui sont applicables. On voit le bâtiment accessoire en question, c'est un garage détaché. Il y avait déjà eu une autorisation, en fait, de la part du conseil municipal pour autoriser un abaissement de la marge à 2,46 mètres en 1990. Ceci étant dit, avec les interventions de la rénovation cadastrale, il y a eu des modifications des limites de terrain. Donc, on a une demande cette fois-ci pour régulariser la situation qui est le même empiètement, mais cette fois-ci à 1,70 mètres. Donc, évidemment, recommandation favorable étant donné le contexte. Merci beaucoup. Y avait-tu des gens qui se sont... Parfait. On parle à la deuxième. Le deuxième dossier, on est cette fois-ci sur le chemin Sainte-Marie. Donc, la demande vise essentiellement un réaménagement d'une aire de stationnement. Dans le cadre des travaux qui sont réalisés, notamment au niveau de l'intersection de la rue Le Gardeur et du chemin Sainte-Marie, donc plusieurs réaménagements qui sont effectués sur le commerce, en fait, qui est le coin des hamburgers à cet endroit-là. Donc, étant donné la reconfiguration de l'entrée charretière qui va être relocalisée sur la rue Le Gardeur pour des questions de sécurité, ça amène effectivement une modification de l'aire du stationnement et plusieurs dérogations mineures. On voit un petit peu le niveau visuel que ça va représenter. Donc, une seule entrée charretière désormais qui va être localisée sur Le Gardeur avec un accès au terrain de 13,95 mètres plutôt que la largeur habituelle de 9 mètres autorisée. L'aménagement de cases de stationnement à moins de 1 mètre de la ligne avant. Aménagement également d'une aire de stationnement en cours avant, d'une autorisation d'allée de circulation au niveau de l'emprise de la ville et une allée de circulation adjacente à des cases de 4 mètres de largeur. Donc, on comprend que dans la plupart des éléments, c'est déjà des situations qui sont existantes, mais étant donné la reconfiguration, on voulait venir au moins cautionner l'ensemble des interventions au niveau de la nouvelle intersection qui va s'avérer beaucoup plus sécuritaire. Donc, recommandation favorable. Merci beaucoup. Et vous allez me permettre de laisser un peu l'image là. Donc, vous saviez que présentement, devant de l'hôtel de ville aussi, le virage à droite était interdit. Donc, pour nous, toute cette refonte-là va permettre justement d'avoir le virage à droite. Donc, quand on parle de fluidité, je pense que ça va grandement améliorer justement toute la circulation dans ce secteur-là. Donc, d'enlever l'entrée du... C'est quoi, pas le poulet nouveau, c'est le coin des hamburgers, excusez-moi. Donc, dans ce secteur-là, publicité gratuite pour un restaurant du milieu. Donc, du coin des hamburgers, juste vous dire que ça va justement permettre de pouvoir virer à droite sur le chemin Sainte-Marie. Donc, vous allez voir quand vous allez passer devant, pas le quadrilatère, mais comment on dit ça, un 3 voies, pas le tri... Du moins, les 3... Vous allez voir, ça va être beaucoup plus... vous allez voir vraiment les véhicules arriver, donc la sécurité aussi va être beaucoup plus facile, puis le virage à droite va être prêt. Vous pouvez continuer. Je voulais juste le spécifier. Si je choisis un quadrilatère, un quadrilatère, un 3 voies, c'est comment on appelle ça? Dans le fond, c'est une intersection en T. Une intersection en T, c'est une bonne réponse. Merci. Je comprends pourquoi on vous a nominé. Merci. Vas-y. Merci, M. le maire. Donc, les deux autres dossiers de dérogation mineure, en fait, sont liés au même dossier. En fait, encore une fois, c'est dans le cadre de la réalisation de travaux municipaux. Donc, le premier dossier, on est au 3100 boulevard de Mascouche, essentiellement le petit centre commercial qui est à cet endroit-là. On voit en fait le parcours qui est illustré en noir au niveau du plan de localisation. C'est essentiellement un nouvel aménagement cyclable qui va permettre de connecter le secteur du chemin Sainte-Marie vers la rue Brien, donc à proximité de l'Aréna. Donc, ça va permettre effectivement la connectivité du secteur de la Bretelle vers notamment le noyau villageois et également le boulevard Mascouche. Donc, projet qui était attendu quand même depuis longtemps de la part des citoyens. La dérogation mineure vise essentiellement des aménagements, étant donné que la Ville va venir acquérir une portion arrière, en fait, à la fois du Tim Hortons et du centre du 3100 boulevard Mascouche. Donc, ça a pour effet de décaler, en fait, les cases de stationnement et certains aménagements. Donc, plus en détail, essentiellement, ça va faire une allée de circulation à moins de 1,5 mètre d'un bâtiment principal, des cases de stationnement à moins de 1 mètre de la ligne arrière, une largeur d'une allée de circulation sur
une portion à 4 mètres et finalement l'aménagement d'une bordure de béton à moins d'1 mètre de la ligne arrière. Donc, encore une fois, c'est une situation existante, mais étant donné le décalement pour permettre la réalisation du projet, il y a 4 dérogations mineures qui ont été recommandées de façon favorable. On poursuit en fait avec la deuxième portion qui se trouve à être cette fois-ci le terrain en fait du Tim Hortons. Donc, même principe, le décalage fait en sorte d'avoir des petits effets au niveau des aires de stationnement sur des éléments essentiellement, c'est-à-dire des cases de stationnement qui vont se retrouver à moins d'1 mètre de la ligne arrière, contrairement à la disposition habituelle, et finalement l'aménagement d'une bordure de béton à moins d'1 mètre de la ligne arrière. Donc, dans tous les cas, des recommandations favorables. Des travaux qui vont avoir lieu cette année, de mémoire, donc vous allez peut-être pas pouvoir utiliser, malgré que la belle température qu'on a, ça continue, vous allez peut-être pouvoir l'utiliser en décembre, mais du moins, c'est des travaux qui sont en cours cette année. Je pense que Eugène, tu es pas mal content de ça, c'était quelque chose pour toi qui était important? C'est très content pour mes citoyens qui veulent traverser ce côté-ci. Bon, parfait. Donc, la piste cyclable est du bon côté en plus sur le pont. Donc, tout est parfait à cet égard-là. Avez-vous d'autres choses à dire, M. Gelka? Non, bel job, les gars, là-dessus. Bien apprécié. C'est bon. Les gars et les filles, c'est important. Donc, ça c'est fait. Il y en a-tu un autre? Non, terminé. Bon, point numéro 10, au niveau de l'environnement, il n'y a pas de point. Numéro 11, il n'y a pas de point. Numéro 12, prévention des incendies, il n'y a pas de point. Numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Tous les années, cette motadine de résolution-là est longue pour rien. Bon. Il est proposé de confier à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle au nom de la Ville et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure de solution solide liquide nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2021. Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant des documents à date fixée. De confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge le contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. De reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun de ses participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14 au niveau des ressources humaines, 14.1. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 28 octobre 2020 concernant des démissions. Proposé Louis Forêt. Et appuyé par personne, c'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle on parle de Israël, Marc Doiron, Lavoie et Cathy Briard, des policiers surnuméraires. Donc, on vous souhaite bonne chance dans vos prochaines fonctions dans une autre municipalité, j'imagine. Et ainsi que Jonathan Desjardins, technicien en soutien informatique, on vous souhaite bonne chance aussi dans vos prochains défis. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de la Ville de travail entre la Ville et M. Dominique Harvey, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de capitaine norme professionnelle au service de police à compter du ouvert le 11 novembre 2020, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville. M. Enfield? Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Là, vous pouvez pas dire parce que vous avez un bébé dans les bras, là, M. Enfield, hein? Non, j'avais pourtant pété sur le micro, puis ça n'a pas fonctionné. Ben, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, ici, on parle de l'embauche pour un poste de capitaine responsable des normes professionnelles. Un contrat de 2 ans avec une possibilité de prolongation d'1 an. C'est une personne avec une longue feuille de route qui a occupé plusieurs fonctions importantes dans des corps de police. Donc, bienvenue, Monsieur Dominique Harvey. J'ai hâte de vous serrer la pince ou plutôt vous donner un coup de coude ou
Du moins de vous voir. 14.3, il est proposé d'approuver les conditions et les modalités de la transaction de l'entente visée d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé, Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité à 15 communications, 15 points. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2020 du comité de toponymie de la Ville de Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle du comité de la toponymie, c'est Mme Forêt qui est... vous êtes en charge de ce comité-là, hein, Mme Forêt? Oui. Bon, excellent. Point numéro 16, culture et vie communautaire, il n'y a pas de point. Numéro 17, activités sportives, il n'y a pas de point. Aide financière et appui aux organismes. Donc, il est proposé de convenir d'une entente de financement dans le cadre du programme de développement des activités agricoles du secteur bioalimentaire, considérant la contribution de la communauté métropolitaine de Montréal à 80% des coûts admissibles pour le projet de planification de l'acquisition d'une terre tel que présenté par l'organisme 33 hectares de la Ville de Mascouche, de confirmer l'engagement de la Ville à assumer sa part d'investissement au dit projet par la contribution financière maximum de 5 300 d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire et le maire à signer conjointement la convention intervenir entre la communauté et la Ville de Mascouche pour l'octroi d'une aide financière. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle au cours de l'été 2020, la CMM a lancé un appel de projet afin de favoriser la relance des activités du système bioalimentaire dans le Grand Montréal dans un contexte de la COVID-19. Le projet de l'organisme 33 hectares répondait aux critères d'admissibilité du programme. Donc, c'est un super de beau projet. Que d'ailleurs, on va faire, il faudrait demander d'en parler davantage, là, peut-être avec la population, mais du moins, si le but, c'est d'en faire un projet collectif. Donc, super, quelque chose d'intéressant. Donc, 33 hectares a pour mission de promouvoir la sécurité alimentaire par la redistribution de denrées alimentaires produits localement et de permettre l'accès à une terre agricole aux organismes locaux, régionaux, ainsi que favoriser la relève agricole. Donc, on en a énormément parlé cet été dans les médias. D'ailleurs, il y a plein de jeunes agriculteurs là, qui ont passé par là. Donc, bravo, bravo, bravo. 18.2, il est proposé d'accorder une contribution financière de 1 500 $ à la campagne des paniers de Noël 2020. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est pour la campagne des paniers de Noël. Je voudrais remercier aussi les citoyens pour leur générosité dans le cadre de la botte de pompiers de ce week-end. Monsieur Jean-Pierre Boudreau, que j'ai eu la chance de parler dimanche, m'a dit que ça avait bien été. Je voudrais remercier très sincèrement les pompiers pour leur implication, plus particulièrement, comme je disais tantôt, le directeur, mais toute son équipe, je pense qu'ils ont fait un travail formidable. Et vous savez, ils ont tous pris, je parlais avec Jean-Pierre, vous savez, avec toute l'histoire de la COVID, ils ont tous pris les sous, ils sont tous dans une voûte en sécurité parce qu'on va attendre une semaine ou deux avant de calculer les sous pour être certain au niveau de la COVID, là. Vous savez que c'est pas évident avec tout ce qui se passe, mais bravo d'avoir eu l'initiative ou du moins d'avoir tenu le cap parce que on le sait plus que jamais, nos familles vont avoir besoin, bien sûr, d'aide, là, possiblement là, encore plus cette année. Donc, on va être là pour répondre à l'appel. Puis merci à Mascouche d'avoir encore été là pour répondre à l'appel. Donc, la deuxième période de questions, j'y ai répondu. Donc, avant de terminer, juste vous dire que la prochaine séance du Conseil va avoir lieu encore à huis clos. Donc, vu qu'on est encore en zone rouge aujourd'hui, je suis obligé de vous dire d'avance que oui, la séance va avoir lieu à huis clos le 23 novembre prochain. Et c'est ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. N'oubliez pas aussi, si vous avez des questions, ville.mascouche.qc.ca, pas de S. Bonne soirée à vous tous. Bonne journée.